Le millionnaire défie la femme de ménage de sortir avec lui comme une plaisanterie, mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Claire Moreau se levait chaque matin à 5 heures précises. Dans l'appartement exigu qu'elle partageait avec son père malade dans le quartier de Belleville, le silence n'était interrompu que par le bruit régulier de la cafetière et les gémissements étouffés du vieil homme alité. Elle lui préparait un petit déjeuner simple, s'assurait qu'il avait pris ses médicaments, puis quittait leur logis discrètement, toujours vêtu de son uniforme gris aux manches retroussées. Chaque jour, elle prenait 2 métros et un bus pour rejoindre le 8e arrondissement. Plus précisément, un immeuble haussmannien imposant de l'avenue Montaigne. Là, parmi les dorures, les tapis persans et les lustres en cristal, Claire nettoyait ce que d'autres salissaient sans jamais y prêter attention. Elle connaissait chaque étage, chaque appartement, chaque manie des résidents. Certains la saluaient d'un geste de tête, d'autres l'ignoraient tout bonnement. Elle ne s'en formalisait pas. Elle était invisible, et dans un monde aussi éclatant, cela l'arrangeait souvent. Mais au dernier étage, un monde à part semblait exister. Là vivait Antoine Dufort, héritier d'une célèbre chaîne hôtelière, connu dans les pages des magazines pour ses soirées mondaines, ses voyages extravagants et ses conquêtes fréquentes. Jeune, séduisant, toujours impeccablement vêtu, il était l'image même du privilège parisien. Claire le croisait rarement. Il sortait tard, rentrait tôt, et s'entourait d'un personnel qu'elle ne croisait que brièvement, lorsqu'ils laissèrent la cuisine ou le salon dans un désordre élégant. Ce matin-là, alors que Claire attendait l'ascenseur dans le hall de marbre, son seau et sa serpillière à la main, les portes s'ouvrirent sur une surprise. Antoine lui-même, seul, les lunettes de soleil encore sur le nez, malgré l'heure matinale. Il parut surpris de la voir, puis esquissa un sourire poli. Claire hésita à entrer dans la cabine. D'habitude, elle prenait l'ascenseur de service, mais celui-ci était en panne. « Bonjour », dit-elle simplement, baissant les yeux. « Bonjour », répondit Antoine d'une voix étonnamment douce. « Montez ». Elle entra sans un mot, la tête droite, refusant de se faire plus petite qu'elle ne l'était déjà. Le silence les enveloppa. L'ascenseur montait lentement, ses mécanismes anciens gémissant entre les étages. Claire fixait le sol, consciente du parfum subtil mais luxueux d'Antoine, de la présence écrasante de ce monde auquel elle n'appartenait pas. « Vous travaillez ici depuis longtemps » demanda-t-il soudainement. Claire leva les yeux, surprise par l'intérêt. Peu de résidents lui parlaient vraiment. « 4 ans, je suis là tous les matins », répondit-elle, avec une pointe de fierté dans la voix. Il hocha la tête, comme s'il découvrait l'existence d'un rouage essentiel de sa vie qu'il n'avait jamais remarqué. Les portes s'ouvrirent sur le dernier étage. Il sortit le premier, puis se retourna. « Bonne journée, madame. Moreau. Claire Moreau. Bonne journée, madame Moreau. » Elle resta figée un instant, puis s'engouffra dans le couloir du 7e étage, son cœur battant un peu plus fort qu'à l'accoutumée. Ce n'était qu'un bonjour, un échange de politesse. Et pourtant, il y avait dans ce moment quelque chose d'étrangement différent. Ce que Claire ignorait, c'est que ce bref échange n'allait pas s'effacer si facilement de l'esprit d'Antoine. Dans sa vie de faste et d'apparence, il n'était pas habitué au regard franc, aux paroles mesurées, à la dignité simple, et encore moins à se sentir observé non pas comme un homme à conquérir, mais comme un inconnu à tenir à distance. Pendant le reste de la matinée, Claire tenta de chasser cette impression de malaise et d'étrangeté. Elle nettoya les vitres, rangea les couloirs, vérifia les stocks de produits ménagers. Elle se concentra sur les tâches, comme elle l'avait toujours fait. Mais le reflet qu'elle avait entrevu dans les yeux d'Antoine restait là, suspendu, dans sa mémoire, comme un fil invisible qu'on tire sans s'en rendre compte. Et dans le penthouse du dernier étage, Antoine Dufort, pourtant habitué à oublier les visages aussitôt qu'il sortait de son champ de vision, se surprenait à repenser à Claire Moreau. Non pas par désir ou par curiosité malsaine, mais par une forme de perplexité, comme si une énigme venait de se présenter à lui, sans qu'il en connaisse encore l'importance. Il ne savait pas que ce regard échangé dans un ascenseur allait changer sa vie. Ce soir-là, les salons du dernier étage vibraient au rythme du jazz, diffusé par une enceinte dissimulée derrière une sculpture moderne. Antoine Dufort recevait une vingtaine d'amis dans son appartement luxueux.
Les verres de champagne se vidaient et se remplissaient sans interruption, et les serveurs passaient silencieusement entre les invités en portant des plateaux d'amuse-bouche. La pièce était baignée d'une lumière dorée, soigneusement, tamisée, et les rires s'entremêlaient aux conversations frivoles sur les voyages récents, les expositions, les dernières acquisitions artistiques. C'était le monde d'Antoine, un monde de surface brillante et de certitudes mondaines. À un moment, l'un de ses amis, Maxence, un investisseur bien connu dans le milieu des startups, fit un commentaire sur la solitude d'Antoine. Tout, le monde savait qu'il s'était séparé récemment de Camille, une relation aussi médiatisée qu'inconstante. Dans cette atmosphère d'excès discret, les piques devenaient jeux, les jeux devenaient défis. « Tu pourrais séduire n'importe. Quelle femme ici ?» lança Maxence, un brin moqueur. Antoine haussa les épaules, un sourire indifférent aux lèvres. « Pas seulement ici, répondit-il, dans tout l'immeuble même. »« Tout l'immeuble » répéta une voix féminine amusée. « Même la femme de ménage ?» dit quelqu'un d'un ton ironique, ce qui déclencha quelques rires étouffés. Antoine, stimulé par les regards et par l'alcool, ne recula pas. « Même elle, oui. Claire, c'est ça. Je parie que je pourrais l'inviter à dîner. Elle accepterait. »« Et si elle refuse ?» demanda Maxence, le regard perçant. « Elle n'a aucune raison de refuser. Ce n'est qu'un dîner, après tout. »« Ce n'est pas une question de dîner, » répondit une autre invitée. « C'est une question de monde. Tu vis dans un château en verre, Antoine, et elle vit dans la vraie vie. Elle pourrait très bien ne pas vouloir y entrer. » Antoine rit, haussa son verre. « On verra bien. » Ce que les autres prenaient pour une blague, Claire, elle allait le recevoir comme une morsure. Le lendemain matin, comme à son habitude, elle arrivait tôt. L'ascenseur de service étant toujours hors d'usage, elle se retrouva une fois de plus dans l'ascenseur principal. À sa grande surprise, c'est Antoine en personne qui y entra, vêtu d'un manteau sobre et sans ses éternelles lunettes. « Bonjour Claire ». Elle hocha simplement la tête, peu à l'aise. Il l'observa un instant, puis, alors que l'ascenseur approchait du 7e étage, il lâcha. « J'aimerais vous inviter à dîner. Ce soir, si vous êtes libre. » Claire cligna des yeux. Elle pensa d'abord avoir mal entendu. Elle croisa son regard. Il ne semblait pas moqueur, mais elle sentit quelque chose d'artificiel dans sa posture. Une mise en scène. Elle ne comprenait pas le but, mais comprenait très bien qu'il y avait un but. Son premier réflexe fut de refuser, poliment. Mais quelque chose en elle, une curiosité inattendue, l'en empêcha. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Antoine parut surpris. Personne ne lui demandait jamais pourquoi. « Pour apprendre à vous connaître. » Elle hésita. Elle aurait pu s'éloigner, laisser la porte se refermer entre eux. Mais elle resta droite et répondit « D'accord, ce soir, à quelle heure ?»« 20 heures. Je viendrai vous chercher. » Claire hocha la tête, puis sortit sans un mot. Toute la journée, les pensées se bousculèrent dans sa tête. Elle en parla à sa voisine, Madame Lévy, une couturière à la retraite qui lui prêta une robe simple mais élégante, noire, fluide. Claire prit soin de lisser ses cheveux, d'appliquer un maquillage discret. Elle ne voulait pas impressionner, elle voulait comprendre. Antoine arriva à l'heure, dans une voiture discrète avec chauffeur. Il lui ouvrit la portière comme à une duchesse. Le restaurant était situé près des quais de Seine, un lieu réputé pour sa cuisine française contemporaine. Les regards se tournèrent vers eux dès leur entrée. Antoine, connu du tout Paris, faisait rarement des apparitions sans une compagne au pédigré mondain. Claire sentit chaque regard comme une évaluation silencieuse, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle s'assit avec grâce, observa la carte, sans trembler. Lorsqu'Antoine tenta de plaisanter, elle répondit avec calme mais sans familiarité. Elle n'était pas là pour jouer. Le dîner se déroula dans une étrange tension. Antoine, d'abord sûr de lui, vit son masque glisser peu à peu. Claire posait des questions précises, écoutait attentivement, ne riait pas à ses traits d'esprit habituels. Elle parlait peu d'elle, mais chaque mot semblait peser, authentique. Lorsqu'il tenta de lui parler de voyage, elle évoqua les livres qu'elle lisait pendant ses pauses. Quand il parla de ses projets d'investissement, elle mentionna la situation des hôpitaux publics où son père était soigné. Antoine réalisa alors l'ampleur de son erreur. Ce dîner, qu'il avait abordé comme un jeu, devenait une révélation brutale. Claire n'était pas simplement différente. Elle était plus profonde, plus vraie que la plupart des gens qu'il fréquentait. Et il venait de l'inviter sous de faux prétextes. Il sentit une gêne naître en lui, une honte qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. À la fin du repas,
Alors qu'ils sortèrent du restaurant, il proposa de la raccompagner. Elle accepta, silencieuse. Devant chez elle, elle se tourna vers lui et dit « Vous savez que ce dîner n'était pas une idée sincère, mais je voulais voir jusqu'où vous iriez. J'espère que vous avez vu ce que vous cherchiez. » Antoine voulut répondre, mais elle avait déjà poussé la porte de l'immeuble. Il resta là quelques instants, seul, déstabilisé. Il ne savait pas encore que cette soirée marquait le début d'un basculement qu'il n'aurait jamais anticipé. Une simple blague, un pari lancé entre deux coupes de champagne, venait de semer une graine qu'aucun d'eux ne saurait plus ignorer. Lorsque Claire referma la porte derrière elle ce soir-là, elle ne se précipita pas dans sa chambre comme elle le faisait habituellement après une journée de travail. Elle resta quelques instants immobile dans l'entrée, le dos contre le battant en bois, les yeux fermés. Dans l'obscurité silencieuse de l'appartement, seul le bruit du respirateur de son père, au fond du couloir, donnait un rythme à ses pensées désordonnées. Elle n'arrivait pas encore à comprendre ce qu'elle venait de vivre. Ce dîner dont elle avait accepté l'invitation sans ciller avait été tout sauf ordinaire. Il avait commencé sous de faux prétextes. Elle le savait, mais il avait révélé une série de fissures inattendues dans l'armure de celui qui l'avait conviée. Elle avait deviné l'arrogance dans les premières minutes, mais elle avait aussi perçu autre chose au fil de la soirée. Un trouble sincère, une confusion presque enfantine chez cet homme qui semblait découvrir le poids de ses gestes trop tard. Elle posa son sac sur la chaise de la cuisine, retira lentement ses boucles d'oreilles empruntées, puis regarda son reflet dans la vitre sombre. Ce n'était pas seulement son apparence qui avait changé ce soir. Quelque chose d'autre avait bougé imperceptiblement. Elle avait été vue, vraiment vue, dans un monde où elle n'était d'habitude qu'une silhouette floue en arrière-plan. Du côté d'Antoine, la nuit ne fut pas plus paisible. De retour dans son appartement silencieux, il avait déboutonné sa chemise sans allumer la lumière, se laissant tomber sur le canapé, le regard fixé sur le plafond sculpté. Il n'était pas habitué à ce genre de malaise. Habituellement, les femmes riaient, s'émerveillaient, tentaient de prolonger la soirée. Claire n'avait rien fait de tout cela. Elle l'avait regardé avec une lucidité tranchante, comme si elle savait exactement à quoi s'attendre et avait décidé de lui donner une chance de se trahir lui-même. Il se rejouait les moments du dîner, les silences prolongés, les phrases sobres, les regards soutenus. Chaque élément prenait un poids nouveau à la lumière de son propre malaise. Il avait voulu s'amuser, prouver un point, et au lieu de cela, il s'était retrouvé à défendre des convictions qu'il ne possédait même pas. Il n'avait pas préparé de discours, pas anticipé la profondeur de ses réponses. Elle n'avait pas souri pour lui plaire. Elle n'avait pas cherché à le séduire. Elle avait simplement été elle-même, sans artifice, et cela l'avait déstabilisée plus que toutes les critiques de ses proches ou de la presse mondaine réunie. Le lendemain, Paris reprenait son souffle après une nuit d'hiver froide et brumeuse. Claire, fidèle à sa routine, arriva à l'immeuble avant même que le ciel ne commence à pâlir. Elle monta directement aux étages supérieurs pour vérifier les livraisons et commencer le nettoyage hebdomadaire des couloirs. Elle croisa le regard de la concierge qui, en voyant sa tenue soignée de la veille dans son sac plastique, ne put s'empêcher de poser une question pleine de sous-entendus. Claire répondit par un sourire énigmatique et continua son chemin. Mais en atteignant le 8e étage, elle entendit des éclats de voix étouffés provenant de l'appartement d'Antoine, des rires, des voix familières. L'un des invités, de la veille peut-être Maxence, racontait avec emphase les détails du pari, déclenchant de nouvelles salves de moquerie. Claire s'immobilisa devant la porte entr'ouverte, le cœur battant. Et elle a dit « Oui, tu te rends compte ?» Elle est venue, habillée comme une princesse sortie d'un autre siècle. « J'aurais payé pour voir ça. » Une autre voix ajouta. Antoine était figé. Il avait l'air d'un enfant surpris avec la main dans le pot de confiture. Hilarant. Claire s'éloigna, la mâchoire serrée. Elle se réfugia dans le local technique et resta là quelques minutes, le regard vide, respirant lentement pour ne pas céder à la colère. Puis elle se redressa, essuya ses mains sur son tablier et monta d'un pas ferme jusqu'à l'appartement d'Antoine. Elle frappa une fois, 2 fois, un silence. Puis la porte s'ouvrit. Antoine apparut, visiblement surpris. Il portait un pull de cachemire et un air fatigué. « Claire, vous allez bien ?» Elle entra sans attendre d'invitation. « Je suis venu vous dire quelque chose. Je vous ai laissé croire que ce dîner ne m'importait pas.
Mais ce n'est pas vrai. J'y suis allé en sachant que c'était une mise en scène. Je voulais comprendre jusqu'où vous iriez. Et maintenant, j'ai ma réponse. Antoine ouvrit la bouche, mais elle le coupa. Vous m'avez humilié. Peut-être pas volontairement, mais le résultat est le même. Vous avez joué avec une vie, avec une personne. Pas un rôle, pas un pari. Elle tourna les talons, le laissant seul, médusé. Ce n'était pas la colère dans sa voix qui le troubla le plus, mais la clarté de ses mots, leur justesse implacable. Il resta là, devant la porte ouverte, incapable de réagir. Pendant les jours qui suivirent, l'écho de cette confrontation ne le quitta pas. Il tenta de la croiser à nouveau dans l'immeuble, mais Claire évitait désormais soigneusement les moments où il était présent. Elle faisait son travail sans un mot, les écouteurs dans les oreilles, concentrée, inatteignable. L'effet de la soirée s'était inversé. Ce n'était plus lui qui observait, mais elle qui devenait une énigme hors de portée. Et pourtant, malgré cette distance imposée, quelque chose s'était déplacé en lui. Le regard de Claire, cette nuit-là, avait laissé une empreinte. Il n'arrivait plus à la placer dans une case, à la réduire à un rôle de subalterne, ou à une simple réaction à son monde. Elle n'était pas une anomalie dans son univers. Elle était un miroir que personne ne lui avait jamais tendu. La première nuit qu'il avait cru orchestrée comme une farce devint, pour lui comme pour elle, une fracture irréversible. Rien n'allait jamais redevenir comme avant. Ni les dîners mondains, ni les amitiés frivoles, ni même les réflexions qu'il portait sur lui-même. Claire Moreau avait franchi le seuil de son existence avec une discrétion foudroyante. Et désormais, elle occupait un espace dans son esprit qu'aucune autre présence ne pouvait effacer. Les jours suivants passèrent comme une brume épaisse, dans la tête d'Antoine. Rien ne semblait plus avoir la même saveur. Les réunions habituelles, les dîners avec ses associés, les escapades de dernière minute vers la Côte d'Azur ou vers les chalets d'altitude, tout lui paraissait soudain fade, inutilement complexe. Il passait plus de temps que de raison dans son appartement, feuilletant des livres qu'il n'ouvrait jamais, laissant son téléphone sonner sans répondre. Ses amis l'invitaient, l'interpellaient, riaient de son silence soudain. Mais, en lui, quelque chose s'était figé depuis cette conversation tranchante avec Claire. Le souvenir de ses mots revenait sans cesse, comme un refrain qu'il ne parvenait pas à éteindre. Il ne s'agissait plus d'un simple malaise. Il ressentait, pour la première fois, une forme de honte active, de celle qui ronge doucement mais continuellement. Il s'en voulait, pas seulement pour le pari, mais pour la superficialité de sa propre vie, pour la manière automatique dont il avait appris à considérer les gens. Le monde dans lequel il avait grandi lui avait enseigné à tout évaluer selon des critères de pouvoir, de prestige, de rendement. Mais Claire n'entrait dans aucun de ces cadres, et cela le dérangeait profondément. Dans les couloirs de l'immeuble, Claire poursuivait sa routine avec une précision mécanique. Elle travaillait sans relâche, ses gestes toujours aussi soignés, son regard concentré sur les tâches à accomplir. Mais derrière cette façade, elle n'était plus tout à fait la même. Depuis cette nuit, une forme de tension l'habitait. Elle se sentait à la fois exposée et trahie, comme si tout son être avait été projeté sous les projecteurs pour une scène grotesque dont elle n'avait pas choisi le rôle. Et le plus déroutant, c'était cette sensation nouvelle, dérangeante, de manquer quelqu'un qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Un matin, alors qu'elle passait la serpillière dans le salon d'un des appartements du 5e étage, elle entendit des voix s'élever dans le couloir. Elle reconnut immédiatement celle d'Antoine, accompagnée de celle de Maxence et d'un autre ami qu'elle connaissait seulement de vue. Il parlait à voix haute, sans se soucier d'être entendu. Il ne décroche plus. « Tu crois qu'il se cache à cause de cette fille ?» lança Maxence en ricanant. « C'est ridicule, » ajouta l'autre. « Ce n'était qu'un pari. Pourquoi il fait tout un drame ? Il a toujours aimé jouer les âmes sensibles quand ça l'arrange, » dit Maxence. « Il va s'en remettre. Ce genre de fille, tu sais bien. Elles s'accrochent toujours un moment, puis elles disparaissent. Pas le même monde. » Claire se redressa lentement, le chiffon encore à la main. Elle resta immobile, écoutant chaque mot, chaque intonation. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre de propos. Mais cette fois, c'était différent, parce qu'elle connaissait la personne dont il parlait, parce qu'elle avait cru, ne serait-ce qu'un instant, que ce monde pouvait faire place à autre chose qu'à l'arrogance. Elle attendit que les voix s'éloignent, puis termina son travail. Mais avant de quitter l'étage, elle prit l'ascenseur et monta jusqu'au dernier.
Elle avait besoin de réponses. Elle frappa à la porte d'Antoine sans attendre de moment propice. Il ouvrit presque immédiatement, visiblement surpris de la voir. « Claire, est-ce que tout va bien ?» Elle entra sans un mot. Son regard était calme mais chargé d'une détermination froide. « Je viens d'entendre vos amis. En bas. Ils parlent de vous comme si vous étiez devenu un homme nouveau. Mais ils parlent de moi comme si j'étais une distraction. Une erreur ?» Antoine resta silencieux. Il savait qu'il ne pouvait pas la contredire. Il avait laissé faire. Il avait laissé les moqueries exister, les silences s'installer. « Je vous ai confronté une première fois parce que je pensais que vous aviez conscience de ce que vous faisiez. Mais je me suis trompé. Vous n'êtes pas seulement lâche, vous êtes aussi passif. Et cela me fait plus peur encore. » Claire, commença-t-il, sa voix hésitante. « Je ne les ai pas encouragés. Je ne partage pas leurs propos. Mais je n'ai pas su les arrêter. Je me rends compte de beaucoup de choses en ce moment. Et je ne sais pas toujours comment réagir. » « Alors apprenez, dit-elle simplement. Apprenez à vous taire quand vous ne savez pas quoi dire. Apprenez à vous lever quand vous voyez l'injustice. Apprenez à reconnaître ce qui vous dépasse. » Il voulut s'approcher, mais elle recula. « Je ne suis pas un chapitre de votre rédemption. Je suis une femme. Je n'ai pas besoin que vous changiez pour moi. Mais si vous décidez de changer, faites-le pour vous. Pour les bonnes raisons. » Puis elle quitta l'appartement, le laissant une nouvelle fois seul dans son silence. Mais cette fois, ce n'était plus le silence du choc, c'était celui de la prise de conscience. Le reste de la journée, Antoine la passa à marcher dans Paris, sans but précis. Il traversa le jardin des Tuileries, s'attarda près des berges de la Seine, s'assit longuement devant une librairie du quartier latin. Il ne cherchait pas de distraction. Il cherchait à comprendre. Pourquoi ces mots l'atteignaient autant? Pourquoi cette douleur sourde s'était installée dans sa poitrine? Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de tout ce qu'il avait toujours fui, les confrontations, la responsabilité, le regard des autres lorsqu'il n'était pas en position de pouvoir. Claire, en quelques semaines, avait bouleversé son existence. Non pas en entrant dans sa vie, mais en refusant d'y entrer aux conditions imposées. Elle n'avait jamais demandé quoi que ce soit. Elle s'était simplement tenue droite, entière, face à lui, avec une force tranquille qu'il ne possédait pas. Le contraste était insupportable pour ses amis. Pour Maxence et les autres, tout cela n'était qu'un jeu social. Mais Antoine sentait, au plus profond de lui, que c'était bien plus, que ce qui dérangeait n'était pas la différence de classe, mais la supériorité morale qu'elle incarnait malgré elle. Dans un monde où tout s'achetait, elle restait inébranlable, inaccessible. Et c'est cette inaccessibilité, cette absence de besoin qui les dérangeait tous, parce qu'elle remettait en question l'architecture entière de leur certitude, parce qu'elle imposait une vérité nue, sans artifice. Il existe des gens qu'on ne peut pas acheter, séduire ou contrôler. Des gens qui existent en dehors des jeux de pouvoir. Et parmi eux, Claire brillait d'un éclat que plus personne, désormais, ne pouvait ignorer. Les semaines s'étaient écoulées sans heurts apparents, mais sous la surface, tout avait changé. Claire continuait son travail avec la même rigueur, la même ponctualité. Mais ceux qui la connaissaient ou pensaient la connaître remarquaient une nuance nouvelle dans son comportement. Elle était plus concentrée encore, moins encline aux rares plaisanteries qu'elle partageait parfois avec la concierge ou les autres membres du personnel. Elle répondait toujours poliment, mais s'enfermait aussitôt dans son monde, comme si elle cherchait à protéger un territoire intérieur que nul ne devait violer. Antoine, de son côté, multipliait les absences. On le voyait rarement dans l'immeuble. Les rumeurs couraient qu'il passait plus de temps à voyager ou dans des réunions stratégiques pour ses hôtels. Mais la vérité était bien plus simple et moins glorieuse. Il se cachait. Non pas de Claire, mais de lui-même, ou plutôt de ce qu'il était en train de devenir. Il avait commencé à douter de tout ce qui l'entourait, de ses fréquentations, de ses habitudes, de ses réactions mécaniques à tout ce qui ne venait pas de son univers privilégié. Un matin, alors qu'elle nettoyait les grandes baies vitrées du palier du 7e étage, Claire croisa par hasard Antoine, qui sortait de l'escalier plutôt que de l'ascenseur. Il semblait essoufflé, presque nerveux, ce qui contrastait avec l'assurance qu'il affichait en toutes circonstances. Il la salua timidement. Elle répondit d'un simple hochement de tête et reprit sa tâche. Il resta immobile quelques secondes, puis fit quelques pas vers elle. « Claire, dit-il doucement, je sais que je n'ai aucun droit de vous interrompre, mais j'aimerais comprendre. »
pas ce que j'ai fait, ça je commence à l'admettre. Mais vous, qui vous êtes vraiment? Ce qu'il y a derrière cette force tranquille. » Claire s'arrêta, le chiffon encore dans la main, puis le posa sur le rebord de la fenêtre. Elle se retourna lentement. « Ce que vous cherchez à comprendre, ce n'est pas moi, Antoine. C'est pourquoi quelqu'un comme moi ne rentre pas dans vos cases. Peut-être, mais je veux apprendre, si vous acceptez. » Elle l'observa longuement, puis contre toute attente, elle fit un pas vers lui. « Ce que je vais vous dire, vous ne le redirez à personne. Ce n'est ni une confession, ni une justification. C'est un fait, et vous en ferez ce que vous voulez. » Il acquiesça, silencieux. « J'ai étudié la littérature à la Sorbonne. J'étais en master, passionné par Marguerite Duras et Virginia Woolf, par les narrations féminines, par les voix qu'on entend trop peu. J'avais un petit groupe d'amis. On refaisait le monde dans les cafés du quartier latin. On croyait pouvoir tout changer. Puis mon père a eu un accident vasculaire cérébral, brutal, dévastateur. Il s'est retrouvé paralysé du côté gauche, incapable de parler, de manger seul, de se lever. Ma mère était déjà partie depuis des années. J'étais la seule. Alors j'ai arrêté tout. Les cours, les rêves, les débats littéraires. Je suis revenu vivre avec lui. J'ai cherché un emploi qui me permettrait de couvrir ses soins. Et voilà. C'est ainsi que je suis devenue femme de ménage. Pas par manque d'ambition, mais par nécessité. » Elle marqua une pause, son regard toujours fixé dans le sien. « Je n'ai pas honte de ma vie, Antoine. Mais je suis fatigué. Que les gens croient que je suis défini uniquement par mon uniforme, par ma fonction. Je suis bien plus que ça. Et pourtant, je ne demande rien à personne. » Antoine était figé. Il n'avait pas imaginé une telle histoire. Il avait entendu 1000 fois des récits de sacrifice, mais jamais avec une telle clarté, une telle absence de victimisation. Claire n'était pas là pour éveiller sa compassion. Elle était là pour poser des faits. Et ces faits suffisaient à renverser tout ce qu'il croyait savoir du monde. « Chut, je ne savais pas, murmura-t-il, parce que vous n'avez jamais demandé, jusqu'à maintenant. » Elle reprit son chiffon, se détourna et recommença à frotter la vitre. Antoine resta quelques instants à l'observer, puis s'éloigna sans dire un mot de plus. Ce jour-là, il ne retourna pas à ses affaires. Il marcha longuement dans Paris, encore une fois. Il repensa à ses propres études, à ses privilèges, à toutes les fois où il avait parlé de mérite sans comprendre ce que cela signifiait vraiment. Il se souvint des soirées à Sciences Po, des conférences où l'on débattait d'égalité des chances sans jamais avoir partagé un repas avec quelqu'un qui luttait pour survivre. Il pensa à son père, aux responsabilités qui l'attendaient, à la fortune qu'il était censé faire fructifier. Et pour la première fois, tout cela lui sembla non pas oppressant, mais dérisoire. Claire, de son côté, ne regretta pas d'avoir parlé. Cela ne changeait rien à sa situation, mais cela avait mis un terme à une attente inconsciente. Elle n'avait jamais cherché à être reconnue par ce monde, mais il y avait une forme de soulagement dans le fait d'avoir été, au moins une fois, écoutée, sans pitié, sans condescendance, juste écoutée. Les jours suivants furent marqués par une étrange accalmie. Antoine n'essaya plus de la voir, de lui parler, mais elle savait qu'il n'était pas loin. Elle sentait son regard parfois posé sur elle à distance, sans intrusion. Il était comme un élève qui observe son professeur de loin, en silence, absorbant chaque leçon sans mot dire. Elle continuait à s'occuper de son père, à étudier en secret le soir, à lire quand elle le pouvait. Elle avait repris contact avec un ancien professeur qui lui avait proposé de l'aider à reprendre ses études à distance. Elle ne savait pas encore si elle allait accepter. Mais pour la première fois depuis des années, elle envisageait une suite à son histoire. Quant à Antoine, il commençait à changer, lentement, viscéralement. Ce changement n'était pas encore visible de l'extérieur, mais il se tissait en lui comme une trame nouvelle, une voix différente qui prenait racine, nourrie non par l'admiration mais par la vérité. La vérité d'une femme qu'il avait voulu défier et qui, en silence, l'avait désarmé. Claire Moreau, par sa simple présence, avait fait vaciller les fondations de son monde. Et ce vacillement, loin de le faire tomber, allait peut-être enfin lui permettre de se relever autrement. Le retour de Camille Renaud dans la vie d'Antoine fut aussi inattendu que soigneusement orchestré. Elle réapparut un vendredi soir, comme surgie d'un souvenir mal refermé, vêtue d'un trench beige parfaitement coupé et de ce parfum discret mais entêtant qu'elle portait toujours. Elle attendait dans le hall de l'immeuble, assise,
sur un canapé de velours, les jambes croisées, feuilletant un magazine d'art contemporain comme si elle n'avait jamais cessé de faire partie de ce monde. Antoine, qui revenait d'un rendez-vous dans le Marais, la vit dès l'entrée. Un instant, il crut à une hallucination. Mais dès qu'elle releva les yeux et afficha ce sourire légèrement incliné qu'elle réservait au moment où elle savait avoir l'ascendant, il comprit qu'elle n'était pas là par hasard. « Bonjour Antoine », dit-elle d'une voix posée. « J'ai pris le risque de venir sans prévenir, je savais que ça ne te plairait pas, mais je voulais te voir. Il le fallait. » Il resta silencieux, ne sachant pas encore s'il devait s'asseoir ou faire demi-tour. Camille se leva, rangea le magazine avec soin, puis s'approcha de lui comme si rien ne s'était jamais passé. « Je suis revenu pour quelques semaines. Mon père est malade et j'ai pensé que ce serait peut-être le moment de se parler, de vraiment se parler. » Antoine, encore sous le choc de cette intrusion dans son présent fragile, acquiesça lentement. Il la fit monter à l'appartement où elle retrouva immédiatement ses marques. Elle déposa son sac au même endroit que toujours, se servit un verre d'eau sans demander, puis s'installa dans le fauteuil près de la baie vitrée, celui où elle aimait lire en silence quand ils vivaient encore ensemble. « Je sais que les choses se sont mal terminées entre nous, » commença-t-elle, « et je n'ai aucune prétention à effacer le passé, mais je sens que tu traverses quelque chose. Je te connais assez pour voir ça. Tu n'es plus le même. Tu doutes, tu fuis, et on ne devient pas un autre homme du jour au lendemain sans raison. » Antoine resta debout, les mains dans les poches, le regard fixé sur la ville au loin. Il ne répondit pas. Il pensait à Claire, à sa voix, à ses mots, à sa dignité, et à quel point cette pièce, pourtant luxueuse, lui semblait vide sans elle. Camille reprit. « Je ne suis pas ici pour te juger, je ne veux pas te reconquérir. Non plus, je veux comprendre, et peut-être te soutenir. Je crois encore en toi, Antoine, malgré tout. » Ces paroles, qu'elle prononça avec douceur, n'eurent pas l'effet escompté. Antoine ressentit au contraire une forme de malaise, comme si elle tentait de jouer une partition trop bien connue, mais dont les notes n'étaient plus accordées à son monde intérieur. Il répondit avec politesse, mais sans chaleur. Camille comprit qu'elle n'avait pas encore percé la carapace de ce nouveau lui. Le lendemain, elle revint, puis le surlendemain. Elle se montrait attentive, discrète, subtilement présente, mais ce fut au 4e jour qu'elle rencontra Claire. Cela se produisit dans le couloir du 8e étage. Claire venait de terminer le nettoyage des sols et s'apprêtait à descendre, balai en main. Camille, qui sortait de l'appartement d'Antoine, la croisa sans la reconnaître immédiatement. Mais quelque chose dans l'attitude droite de Claire, dans son regard franc, attira son attention. Ce fut une réaction presque animale, une intuition froide. Elle s'arrêta net. « Vous êtes la femme de ménage, n'est-ce pas ?» Claire, sans s'émouvoir, hocha la tête. « C'est exact. Je vois. Vous travaillez ici depuis longtemps ? » « Plusieurs années. »« Intéressant. Vous avez donc vu beaucoup de choses. » Claire répondit simplement. « Ce n'est pas mon travail de voir, c'est de nettoyer. » Camille esquissa un sourire, un de ceux qui déguisent mal le mépris. « On dit que vous avez dîné avec Antoine, c'est vrai ?» Claire ne répondit. « Pas tout de suite. » Elle posa calmement le balai contre le mur, puis regarda Camille droit dans les yeux. « Oui. Et vous ?» Camille perdit un instant son aplomb, mais elle se ressaisit aussitôt. « Moi ? Oh, nous avons partagé bien plus qu'un dîner, Claire. Des années, des projets, une vie. Mais je comprends. Il aime parfois s'éloigner de son monde. C'est une sorte de fantasme romantique, vous savez. Mais il revient toujours à la réalité. » Claire garda le silence. Elle n'avait pas besoin de se défendre. Elle connaissait déjà le ton de ces femmes qui croyaient que leur supériorité sociale était une armure. Elle prit son balai, tourna les talons et s'éloigna sans répondre. Mais l'impact fut réel. Ce soir-là, chez elle, Claire sentit monter une vague de fatigue qu'aucune journée de travail n'avait jamais provoquée. Ce n'était pas l'humiliation. C'était la conscience aiguë de la violence douce et constante de ceux qui n'acceptent pas que l'on franchisse les lignes invisibles de leur monde. Elle s'était laissée troubler par Antoine, elle avait cru à une ouverture, à une possibilité. Et maintenant, elle se retrouvait face à l'incarnation même du rejet. Du côté d'Antoine, Camille ne perdit pas de temps. Le soir même, elle mentionna Claire d'un ton feutré, comme on évoque un sujet sensible sans paraître insistant. « Tu sais, j'ai croisé ta connaissance, Claire.
Elle m'a semblé droite, oui, mais un peu froide, méfiante, presque agressive. J'espère qu'elle ne t'a pas causé de soucis. Antoine la fixa longuement. Il comprit à cet instant que Camille avait déjà commencé à poser ses pièges. Elle n'avait jamais été directe. Elle agissait toujours par insinuation, par glissement subtil. « Claire ne m'a jamais causé de soucis, dit-il fermement. C'est moi qui lui en ai causé. » Camille cligna des yeux légèrement déstabilisés. « Je vois. » Mais elle comprit que la partie ne serait pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Antoine avait changé et ce changement n'était pas superficiel. Il n'était plus seulement un homme riche attiré par l'inconnu. Il était devenu un homme troublé par la vérité. Et cette vérité portait un prénom qu'elle ne parvenait pas à ignorer. Claire, quant à elle, décida de prendre ses distances. Elle évita soigneusement les étages supérieurs, changea ses horaires avec une collègue, refusa même les petits moments de détente dans la loge avec la concierge. Elle sentait qu'elle devait se protéger, pas seulement de Camille, mais d'elle-même, de l'illusion d'un lien possible avec Antoine. Elle avait connu la morsure du mépris voilé, et elle savait combien il était facile de se perdre en cherchant à prouver sa valeur dans un monde qui ne voulait pas de vous. Et pourtant, malgré ses efforts pour l'oublier, la voix d'Antoine, ses silences, ses hésitations sincères revenaient à la hanter. Non comme une blessure, mais comme un mystère non résolu. Et dans le cœur d'Antoine, Claire était plus présente que jamais. Parce qu'au milieu des jeux d'ombre que Camille ramenait avec elle, Claire restait l'unique vérité lumineuse, celle qu'il n'arrivait pas à effacer. Les jours qui suivirent la confrontation silencieuse entre Claire et Camille furent d'une densité étrange. L'air semblait saturé de tensions invisibles, comme si tout l'immeuble, d'ordinaire, rythmé par les habitudes confortables des riches locataires et des travailleurs discrets, retenait son souffle. Antoine, de plus en plus étranger à sa propre existence, s'éloignait du monde qu'il avait façonné. Il évitait les soirées, déclinait les invitations de ses associés, ne répondait plus aux appels de Camille, qui finissait par repartir à Lyon sans obtenir ce qu'elle était venue chercher. Elle laissa derrière elle quelques objets personnels, vestiges d'une époque désormais révolue, que le personnel remit dans une boîte et rangea dans un coin du dressing sans autre formalité. Mais pour Antoine, le silence de Claire était le plus lourd à porter. Elle avait cessé de lui adresser la parole, évitait soigneusement ses regards, ses présences, ses hésitations. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était plus dur encore. Une forme de deuil intérieur, une décision prise avec lucidité. Elle ne le rejetait pas avec colère, mais avec une résignation tranquille. Et c'est cette maturité-là qui le bouleversait. Elle ne demandait rien, ne voulait rien de lui. Elle continuait à vivre, à s'occuper de son père, à travailler avec la même dignité silencieuse, comme si l'épisode de leur rencontre n'avait jamais existé. Antoine comprit qu'aucune explication, aucune justification ne suffirait. S'il voulait prouver quelque chose, ce ne pouvait être à elle. Il devait d'abord se prouver à lui-même qu'il était capable de changer. Non pas pour obtenir son pardon, mais parce qu'il ne supportait plus ce qu'il voyait dans le miroir. C'est ainsi qu'il décida de briser les règles. Il commença par quitter les assemblées hebdomadaires du conseil familial, où l'on discutait des prochaines acquisitions hôtelières, des expansions au Moyen-Orient et des rénovations de complexes de luxe. Il déclara qu'il n'était plus intéressé à gérer des patrimoines dont il ne partageait plus la philosophie. Son oncle, le très conservateur Bernard Dufort, le traita d'idéaliste en pleine crise existentielle. Sa mère, d'un calme glacial, lui recommanda de prendre un peu de recul mais de ne rien précipiter. Antoine ne répondit à personne. Il vendit discrètement une partie de ses actions, commença à retirer ses investissements de certains fonds et demanda à un notaire d'étudier la faisabilité d'une réorientation complète de ses ressources. Mais ce n'était pas suffisant. Il avait besoin d'agir, de sentir le réel. Il retourna dans le quartier populaire où vivait Claire. Il y alla d'abord en voiture, mais très vite abandonna ce mode de transport qu'il jugeait déplacé. Il prit le métro, puis marcha dans les rues sinueuses de Belleville, observa les marchés, les enfants jouant dans les squares, les petites librairies de quartier, les cafés modestes. Il entra dans une épicerie, y acheta des produits qu'il ne savait pas cuisiner, discuta maladroitement avec le gérant. Puis il poussa la porte d'un centre de soins où Claire lui avait dit un jour que son père recevait ses séances de kinésithérapie. Il ne donna pas son nom. Il dit simplement qu'il voulait faire un don.
L'infirmière le regarda avec surprise. Il expliqua qu'il souhaitait que cela reste anonyme. Il signa un chèque important, précisant qu'il ne voulait pas d'affiche, pas de remerciements publics. Juste que l'argent serve à améliorer le matériel et à permettre aux patients les plus démunis de recevoir des soins dignes. Il quitta le lieu sans un mot de plus. Mais la nouvelle, malgré ses précautions, parvint à Claire 2 jours plus tard. Le directeur du centre, ému par le geste, pensa qu'elle était à l'origine de ce soutien et la remercia personnellement, dans un couloir. Elle comprit immédiatement qui était derrière tout cela, et ce ne fut pas de la gratitude qu'elle ressentit, mais une inquiétude sourde. Elle savait ce que ce genre de geste signifiait dans le monde d'Antoine. Une tentative de réparation, une démonstration de transformation. Mais elle ne voulait pas de ça. Elle ne voulait pas être la muse d'un changement ou le témoin d'un revirement soudain. Elle voulait la vérité, pas le spectacle. Elle monta le lendemain au 8e étage, frappa à sa porte sans prévenir. Antoine ouvrit, surpris mais visiblement heureux de la voir. Il ne dit rien. Elle entra. « J'ai entendu parler du don, et je suppose que c'est vous. » Il hocha lentement la tête. « Ce n'était pas pour vous impressionner. Je vous le jure. Je sais, mais ce n'est pas la question. » Elle s'assit, pour la première fois, sur le fauteuil de velours vert qu'elle avait souvent nettoyé sans jamais l'occuper. « Vous êtes en train de changer, et je le vois, mais vous devez comprendre que ce n'est pas suffisant de quitter des conseils, d'administration ou de faire des dons. Le vrai changement, il se mesure dans les petites choses, dans ce que vous choisissez de faire quand personne ne regarde. » Antoine s'approcha, resta debout, comme s'il n'osait pas la rejoindre complètement. « Et si je veux simplement vivre autrement? Si je veux construire quelque chose de vrai ?» Claire le regarda sans détour. « Alors commencez par vivre, comme un homme libre, pas comme un héritier en crise. Trouvez ce qui vous anime vraiment. Et faites-le, pas pour moi, pour vous. » Elle se leva. Elle allait partir, mais hésita. Puis elle ajouta « Si vous y arrivez, peut-être qu'un jour on pourra se parler autrement. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. » Et elle quitta l'appartement, le laissant avec ses réflexions et ses silences. Antoine, ce soir-là, ne dormit pas. Il relut des lettres de sa mère, feuilleta des carnets d'enfance, tenta de retrouver l'Antoine qu'il avait été avant les costumes, les dîners de gala, les discours appris par cœur. Il savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Mais peut-être pouvait-il encore choisir vers où avancer. Il retourna à Belleville. Il visita un petit local commercial, abandonné depuis des mois. Il imagina une librairie, un café, un lieu simple, ouvert, accessible. Il commença à rencontrer des artisans, des libraires indépendants, des bénévoles. Il n'avait pas de plan précis, mais il avait une intention claire. Bâtir quelque chose de vrai, de solide, de sincère. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que son cœur battait au bon rythme. Pas celui des marchés financiers, mais celui des pas qui résonnent sur le pavé d'un quartier vivant, humain, imparfait. Là où peut-être une nouvelle histoire pourrait naître. La soirée avait été annoncée plusieurs semaines à l'avance et l'effervescence qu'elle provoqua dans le quartier chic du Marais était à la hauteur des attentes. Organisé dans l'ancien hôtel particulier de la Fondation Montaigne, le gala de bienfaisance avait pour but de lever des fonds pour soutenir des programmes de santé dans les zones rurales françaises. C'était l'un de ces événements où se mêlaient philanthropie et prestige, où les sourires étaient calibrés et les poignées de main pleines de promesses creuses. Antoine, bien qu'ayant refusé toutes les mondanités depuis des semaines, décida d'y participer. Mais cette fois, ce n'était pas en tant qu'invité d'honneur ou investisseur vedette. Il y allait simplement comme donateur anonyme, souhaitant observer le monde qu'il avait quitté de loin, comme on regarde une ancienne photographie. À sa grande surprise, Claire y fut invitée aussi. L'un des membres du personnel médical du centre de soins, impressionné par sa constance et son engagement quotidien, l'avait suggérée comme représentante des bénéficiaires. Elle reçut l'invitation avec méfiance, doutant de sa place, dans un univers si lisse, mais accepta malgré tout, poussée par le sentiment de devoir représenter dignement ceux qui, comme elle, n'étaient jamais invités à de tels événements. Elle emprunta une robe longue à une collègue, fit un chignon discret, et pour la première fois depuis des années, laissa son uniforme derrière elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit allait marquer un point de bascule bien plus douloureux que tous les autres. Dès son arrivée,
les regards se tournèrent vers elle, non pas par admiration, mais par interrogation. Son visage, bien que peu connu du grand public, éveillait des murmures. Certains, informés des rumeurs autour d'Antoine, la reconnurent immédiatement. D'autres, intrigués par sa démarche assurée et sa solitude assumée, s'interrogeaient. Antoine, déjà présent, la vit entrer depuis la mezzanine. Il sentit un serrement au cœur. Elle était belle, mais d'une beauté qui ne cherchait pas à plaire. Une présence calme, au milieu d'un monde trop bruyant. Tout aurait pu bien se passer si Camille n'avait pas été là. Revenue discrètement de Lyon, elle avait appris que Claire assisterait au gala. Elle s'était arrangée pour obtenir une invitation, bien décidée à reprendre le contrôle du récit. Vêtue d'une robe haute couture, le port altier, elle se mêla aux invités avec la grâce calculée d'une habituée. Lorsqu'elle aperçut Claire seule près du buffet, elle saisit sa chance. Elle s'approcha lentement, un verre de vin à la main, et engagea la conversation d'un ton faussement amical. « Claire, quelle surprise de vous voir ici. Vous, quel homme splendide ce soir. » Claire, méfiante, répondit par un simple « merci ». « Je ne savais pas que les centres médicaux invitaient aussi leur personnel d'entretien », ajouta Camille avec un sourire délicat. « Je suis ici en tant que proche aidante », répliqua Claire posément, « pas que comme femme de ménage. »« Bien sûr, » dit Camille en buvant une gorgée, « vous avez dû faire forte impression pour obtenir une telle reconnaissance. » Le ton montait, subtilement, sans cri, mais les mots tranchants glissaient sous les apparences comme des lames. Quelques invités commencèrent à tendre l'oreille. Camille, sûre de son effet, décida d'achever sa scène. « Vous savez, dans ces cercles, les gens parlent beaucoup. Certains se demandent ce que vous attendez vraiment d'Antoine. Une histoire d'ascension sociale? Un coup de projecteur? Ce serait une stratégie habile, je dois dire. » Claire resta figée. Un silence lourd s'installa, puis, lentement, elle reposa son verre sur la table, regarda Camille droit dans les yeux et répondit d'une voix calme mais vibrante de dignité. « Je n'attends rien d'Antoine. C'est lui qui est venu me chercher. Je n'ai pas demandé ce dîner ni cette histoire. Ce que vous voyez comme une stratégie n'est que le reflet de vos propres calculs. Mais le mal était fait. Plusieurs Père Dieu s'étaient tournés vers elle, et les chuchotements se répandaient déjà comme une traînée de poudre. Claire sentit la chaleur lui monter aux joues, non par honte mais par colère contenue. Elle quitta la salle, la tête haute, sans courir, sans se cacher. Mais elle sortit. Elle avait compris qu'elle n'avait pas sa place là, qu'elle n'en aurait jamais. Antoine, informé par un invité de l'incident, descendit précipitamment les escaliers. Trop tard. Il ne vit que la silhouette de Claire s'éloigner sous la lumière crue de l'entrée. Il rattrapa Camille dans la salle et la confronta sans retenue. « Tu es allée trop loin, Camille. Ce que tu as fait est ignoble. »« J'ai seulement dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, » répondit-elle avec froideur. « Non, tu as projeté ta peur, parce qu'elle est différente, parce qu'elle ne joue pas selon tes règles, mais c'est toi qui n'as rien compris. Elle ne veut rien de moi, et c'est justement pour ça que je l'estime. » Il quitta le gala sans saluer personne, laissant Camille seule au milieu des regards désormais tournés vers elle. Dehors, la pluie tombait fine sur les pavés de la rue Vieille du Temple. Antoine marcha longtemps, cherchant Claire dans les ruelles avoisinantes, en vain. Il rentra chez lui le cœur lourd, assailli par un sentiment d'impuissance rare. Il comprenait maintenant ce que Claire avait tenté de lui faire comprendre depuis le début. Son monde pouvait broyer ce qu'il y avait de plus sincère, sans même s'en rendre compte. Claire, elle, ne rentra pas tout de suite chez elle. Elle marcha aussi dans le silence de la ville nocturne, cherchant à apaiser la brûlure de l'humiliation. Elle savait qu'elle n'aurait jamais dû accepter cette invitation. Elle s'était crue assez forte pour affronter ses regards, ses sous-entendus. Mais la violence du rejet public, aussi feutrée fut-elle, restait une cicatrice vive. Ce soir-là, chacun comprit, à sa manière, que la frontière entre deux mondes ne pouvait être franchie sans conséquence, et que parfois, l'amour, la vérité ou la dignité ne suffisaient pas à protéger ceux qui osaient défier les règles silencieuses d'une société encore trop attachée à ses apparences. Le jour suivant la soirée du scandale, Paris semblait enveloppé dans un manteau de silence plus lourd que d'ordinaire. Pour Claire, la ville tout entière résonnait d'un seul mot, humiliation. Ce n'était pas le regard des autres qui la blessait. Elle en avait vu bien d'autres dans sa vie, mais l'idée d'avoir laissé ce monde l'atteindre, elle avait accepté une invitation,
s'était préparée avec soin, avait cru pouvoir traverser le pont fragile entre deux univers. Et en retour, elle n'avait reçu que sarcasme, sous-entendu et exposition malveillante. Elle se sentait dépossédée de son propre récit, réduite à un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Elle retourna au travail dès le lendemain, sans un mot sur la soirée, ni avec la concierge, ni avec les collègues du personnel, ni même avec les résidents. Elle nettoya les sols, vida les poubelles, astiqua les miroirs comme si rien ne s'était passé. Mais son regard, plus tranchant que jamais, décourageait quiconque de l'approcher. Ce mutisme, cette rigueur, c'était sa manière de regagner le contrôle. Quelques jours plus tard, alors qu'elle s'occupait de la remise d'un appartement, récemment vidé au 6e étage, elle découvrit une boîte en carton oubliée dans un recoin de l'ancienne chambre. Ce n'était pas rare. Certains locataires négligents laissaient toujours des choses derrière eux. Mais ce qui attira son attention fut la manière dont cette boîte était soigneusement scellée, presque protégée, comme si elle avait une valeur intime. Par curiosité, et parce que cela faisait partie de ses tâches de trier les objets abandonnés, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une pile de lettres anciennes, toutes manuscrites, enveloppées dans un ruban bleu passé. Le papier jauni trahissait les années. Chaque enveloppe portait le même nom, Antoine Dufort, et toutes étaient signées d'un prénom unique, Élise. Intriguée, Claire lut une première lettre, puis une deuxième. Elle comprit très vite. Ces lettres étaient de la mère d'Antoine, une femme dont il ne parlait jamais, une femme disparue alors qu'il était encore adolescent et que les journaux avaient mentionnée autrefois comme une épouse élégante, discrète, mais effacée par l'ombre de son mari et par les exigences du monde auquel elle appartenait. Les lettres n'étaient pas remplies de grandes révélations scandaleuses. Non, elles étaient remplies d'amour, d'interrogations sincères, de douleurs intimes, d'hésitations maternelles face à l'éducation d'un enfant dans un monde de privilèges et de contraintes. Claire lut émerveillée la manière dont cette femme écrivait à son fils comme à un égal, même quand il n'avait que 10 ans. Elle y lisait des tentatives désespérées pour l'ancrer dans le réel, pour lui transmettre des valeurs qu'elle-même avait souvent dû étouffer pour survivre à son milieu. « Mon cher Antoine, je sais que tu grandiras dans une maison trop grande et avec trop de miroirs. Mais j'espère que tu apprendras à voir au-delà des reflets. Il te faudra du courage, mon fils, pour être simple. Mais c'est là que se cachent les choses vraies. » Claire, émue, referma les lettres et resta longtemps assise sur le sol, tenant la boîte sur ses genoux, comme un trésor fragile. Elle comprit alors que peut-être le changement qu'elle percevait chez Antoine n'était pas une comédie passagère. Peut-être que cet homme, si maladroit dans son approche, portait en lui quelque chose de plus ancien, de plus profond. Une graine plantée jadis par une mère qu'il avait trop tôt perdue. Elle ne savait pas quoi faire. Garder les lettres, les rendre anonymement? Elle hésita. Puis, après une nuit de réflexion, elle décida de les lui remettre en main propre. Pas pour se rapprocher, mais parce que c'était juste. Ces mots n'étaient pas les siens. Ils lui appartenaient à lui. Elle frappa à sa porte le lendemain, en fin de matinée. Antoine ouvrit immédiatement, comme s'il attendait cette visite depuis longtemps. « Claire, dit-il, surpris mais sincèrement heureux de la voir. »« Je suis tombé sur ça, dit-elle en tendant la boîte. C'était dans un ancien appartement du 6e. Elles vous reviennent. » Il prit la boîte sans comprendre d'abord, puis lut les enveloppes. Sa main trembla. Il s'assit, le souffle court. « Ce sont les lettres de ma mère. Je pensais qu'elles avaient été perdues quand on a vidé sa chambre après sa mort. Mon père ne m'en a jamais reparlé. » Claire ne dit rien. Elle s'apprêtait à partir, mais Antoine leva les yeux vers elle, les larmes au bord des paupières. « Vous ne savez pas ce que cela représente. C'est comme si elle me parlait à nouveau. » Il ouvrit une lettre, la lut à voix basse. Claire s'approcha lentement. Ils restèrent ainsi quelques minutes, dans un silence dense, non pas gêné, mais respectueux. Un instant suspendu dans lequel deux êtres, séparés par 1000 barrières sociales, partageaient pourtant un lien que personne d'autre n'aurait pu comprendre. Claire finit par rompre le silence. « Vous devriez les lire, toutes, pas d'un coup. Une par jour. Laissez-la vous accompagner. » Puis elle partit, laissant Antoine seul avec le passé qu'il redécouvrait. Ce soir-là, il lut 3 lettres, puis en lut une 4e au petit matin. Il retrouva dans les mots d'Élise tout ce qu'il avait perdu en grandissant.
la tendresse, la complexité des émotions, la permission d'être vulnérable. Il comprit pourquoi Claire avait réagi comme elle l'avait fait lors du dîner, lors du gala, dans chaque moment de confrontation. Elle était faite de cette même matière humaine que sa mère tentait de lui transmettre. Et il avait presque tout gâché. Mais désormais, il avait une clé, un lien, un guide. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que, malgré toutes les erreurs, il lui restait encore une chance de marcher vers quelque chose de vrai. Antoine n'était plus tout à fait le même depuis la découverte des lettres. Elles avaient agi comme une boussole oubliée, un rappel silencieux d'une direction qu'il avait ignorée pendant trop longtemps. Pendant plusieurs jours, il s'enferma dans son appartement, les rideaux à demi tirés, les téléphones coupés, et relut chaque mot écrit par sa mère comme on boit l'eau après une longue soif. Chaque lettre contenait non seulement des pensées intimes, mais aussi une vision du monde plus douce, plus juste que celle qu'on lui avait inculquée. Un monde où la richesse ne signifiait pas supériorité, où l'élégance était d'abord une forme de bonté, et où l'humilité ne se portait pas comme un vêtement de circonstance, mais comme une seconde peau. Ce retour vers le passé déclencha chez lui une série de décisions radicales. Il convoqua ses conseillers financiers et leur annonça qu'il se retirait de la gestion des affaires familiales. Il n'y eut pas de cris, pas de révolte, seulement un silence choqué. Bernard Dufort, son oncle, tenta bien de le raisonner, de lui rappeler ses devoirs envers le nom qu'il portait, l'héritage des Dufort, les engagements pris auprès des investisseurs et des partenaires. Mais Antoine resta ferme. L'héritage que je veux honorer n'est pas celui de nos profits. C'est celui de ma mère, dit-il simplement. Son oncle, abasourdi, ne trouva rien à répondre. Le choc dans la voix de Bernard n'était pas fin. Il ne comprenait pas. Dans leur monde, on ne quittait pas volontairement une position d'influence. On pouvait échouer, être écarté, mais on ne se retirait jamais de son plein gré. Cela allait à l'encontre de toutes leurs valeurs. Antoine pourtant savait ce qu'il faisait. Il n'avait plus peur de leur incompréhension. Il avait vu ce qu'il y avait au-delà, un monde moins éclatant, mais infiniment plus vivant. Il annonça aussi son départ du conseil d'administration de plusieurs organismes caritatifs où il n'avait jamais mis les pieds et interrompit les partenariats sponsorisés qui n'étaient qu'une façade pour le prestige. À la place, il concentra toute son attention sur un petit local qu'il avait loué dans les hauteurs de Montmartre. Là, entre deux rues étroites, il commença à dessiner les contours d'un lieu nouveau. Un café littéraire, ouvert à tous, sans prétention, où l'on pourrait lire, boire un thé, discuter, organiser des rencontres culturelles modestes mais sincères. Il voulait un endroit qui ne porte pas son nom, un lieu où sa richesse serait invisible, où seul compteraient les idées, les mots, les échanges. Il embaucha une jeune libraire indépendante pour l'aider à constituer le premier fonds. Ensemble, ils choisirent des auteurs engagés, des voix oubliées, des livres rares mais puissants. Il fit appel à un menuisier local pour les étagères, à un ancien décorateur de théâtre pour les luminaires. Chaque détail était pensé pour favoriser la simplicité, la chaleur, le silence propice à la pensée. Ce fut un travail lent, méticuleux, et pour la première fois depuis des années, Antoine travaillait de ses mains. Il peignait les murs, nettoyait le sol, montait les étagères. Il avait troqué les réunions sous néon contre la poussière du bois et l'odeur du café fraîchement moulu. Claire, de son côté, observait ces changements avec distance. Elle ne cherchait pas à comprendre ce qu'il faisait. Elle ne lui posait pas de questions. Mais elle entendait les rumeurs. La concierge lui rapporta un jour, avec un étonnement sincère, qu'Antoine Dufort avait été vu en train de transporter des caisses de livres dans un vieux local. Une autre résidente affirma l'avoir aperçu en train de balayer la devanture. Claire ne savait pas quoi penser. Elle ne voulait pas être touchée. Elle voulait se protéger. Et pourtant, elle se surprenait parfois à penser à lui en souriant, malgré elle. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une longue journée, elle croisa Antoine dans l'entrée de l'immeuble. Il sortait, visiblement épuisé, les mains couvertes de poussière. Elle hésita, puis le salua. Il s'arrêta, surpris, presque ému. « Vous avez l'air de quelqu'un qui travaille vraiment », dit-elle avec un demi-sourire. Il rit doucement, un rire sans défense. « J'apprends. Ce n'est pas facile, mais c'est honnête. Et ça vous suffit ?» Pour la première fois, oui. Ils restèrent quelques secondes en silence. Puis Claire reprit sa marche sans ajouter un mot. Elle ne voulait pas précipiter quoi que ce soit.
Mais elle voyait bien que l'homme qu'elle avait croisé des mois plus tôt dans l'ascenseur n'était plus celui qui se tenait devant elle aujourd'hui. Plus tard, en rentrant chez elle, elle ouvrit un vieux cahier qu'elle n'avait pas touché depuis des années, celui dans lequel elle notait des extraits de romans, des réflexions, des débuts de récits. Elle se remit à écrire, juste quelques lignes. Mais c'était déjà un mouvement. Antoine, lui, passait ses soirées à lire les dernières lettres de sa mère dans le calme de son futur café encore en travaux. Chaque mot semblait résonner avec sa nouvelle réalité. Il n'avait plus peur de la solitude, ni du regard de ceux qui l'avaient laissé derrière lui. Il avançait, lentement, mais fermement. Et dans ce silence construit, dans cette rupture assumée avec son ancien monde, il trouvait enfin quelque chose qu'il n'avait jamais réellement connue, une paix intérieure. Non pas l'extase de la réussite, mais la solidité discrète de celui qui n'a plus besoin de prouver sa valeur à personne. Parce qu'il sait enfin qui il est, Paris respirait un printemps timide, encore chargé des brumes de l'hiver, mais traversé par des éclats de lumière fragile. Les jours rallongeaient doucement, et les rivières humaines reprenaient possession des rues, des quais, des jardins. Claire, pourtant, ne goûtait pas pleinement cette renaissance de la ville. Elle poursuivait son quotidien avec la même rigueur, mais un calme plus introspectif l'enveloppait depuis quelque temps. Ses gestes étaient toujours précis, ses horaires réglés, mais son esprit, lui, vagabondait davantage. Entre les souvenirs, du gala, les lettres retrouvées, les brèves rencontres avec Antoine et les confidences silencieuses de son père malade, elle sentait que quelque chose changeait en elle. Non pas un bouleversement soudain, mais une mutation lente, imperceptible, profonde. Un soir de pluie fine, alors que le ciel se confondait avec la pierre grise des immeubles, Claire décida de ne pas rentrer tout de suite après le travail. Elle avait terminé sa tournée plus tôt et il lui restait encore un peu de lumière avant la nuit complète. Elle prit le métro sans destination précise, puis marcha longuement au hasard, jusqu'à se retrouver sur la rive droite de la Seine. Là, au loin, elle aperçut les arches de la pont Alexandre III, sa silhouette élégante se découpant dans la lumière crépusculaire. Sans y réfléchir, elle s'en approcha, attirée par une nostalgie floue, un besoin d'apaisement. Elle arriva au centre du pont, s'arrêta, posa les mains sur la rambarde encore humide de pluie. La Seine, en contrebas, glissait lentement, emportant dans ses reflets les lumières de la ville et les pensées lourdes de ceux qui, comme elle, venaient y chercher un moment de répit. Le vent lui balayait doucement les cheveux, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de ne penser à rien, juste respirer. Claire, la voix derrière elle, n'était ni forte ni surprise. Elle était simple, humaine. Elle se retourna lentement et vit Antoine, seul, sans parapluie, vêtu d'un manteau sombre déjà mouillé aux épaules. Il semblait aussi surpris qu'elle, mais pas gêné. Comme si cette rencontre était attendue, ou du moins acceptée. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-elle, sa voix adoucie par l'émotion. « Je marchais. Depuis Montmartre. J'avais besoin d'air. Et je suis arrivé ici. Je ne sais pas pourquoi. » Ils restèrent silencieux un moment, côte à côte, les regards tournés vers l'eau. « Ce pont, dit-il, je le traversais souvent avec ma mère. Elle disait que c'était le plus beau de Paris, celui qui réunissait l'art et la mémoire. Elle m'avait appris à regarder les statues, les dorures, à écouter les histoires qu'on y devinait. » Claire ne répondit pas tout de suite, puis elle dit « Je viens ici quand j'ai besoin de me souvenir de moi, de celle que j'étais avant tout ça. » Antoine hocha la tête. Il comprenait. Il n'essaya pas de s'expliquer, ni de se justifier. Il ne parla pas de ses projets, de son café littéraire, de son retrait du monde des affaires. Il ne parla pas de Camille, ni du gala, ni des lettres. Il ne parla que d'une chose. « Je voulais vous demander pardon. » Claire le regarda droite, attentive. Pas pour ce dîner idiot, pas pour le pari, pas même pour tout ce qui s'est dit à cette soirée. Je vous demande pardon de ne pas avoir su vous voir plus tôt, de ne pas avoir eu le courage de vous reconnaître, non comme une anomalie, mais comme une évidence. Elle ne répondit pas, mais ses yeux s'embuèrent. Pas de tristesse, d'un soulagement mélangé à une douleur ancienne, comme si une tension invisible se relâchait enfin. « Je ne vous demande rien, Claire. Ni de me croire, ni de revenir, ni de m'accompagner dans ce que je fais maintenant. Je voulais juste vous dire que je comprends, que j'ai compris, et que ça a changé quelque chose en moi que je ne veux plus perdre. » Elle tourna la tête vers lui, un long moment,
puis dit simplement « Je n'ai jamais voulu que vous changiez pour moi, mais je vois que vous avez changé, et je crois que c'est réel. » Ils restèrent là, sans mots, sous la pluie qui tombait doucement. L'avant, la ville de ses silences et de ses secrets. Les passants les contournaient sans s'arrêter, comme deux ombres paisibles dans un tableau figé. « Je ne sais pas ce que je suis prête à vous offrir, » dit-elle, après un long silence, « mais je suis prête à vous écouter. » Antoine esquissa un sourire, le premier sincère depuis des semaines. « C'est déjà beaucoup. » Elle lui tendit la main, il la prit, sans empressement, sans illusion, juste avec respect. Ils quittèrent le pont ensemble, lentement, sans destination précise, comme deux personnes qui, après avoir suivi des chemins sinueux, se retrouvent au même endroit, au même moment, sans l'avoir cherché. Et dans ce pas partagé, dans ce silence accepté, commença à naître quelque chose de fragile, mais d'authentique, une possibilité, une promesse sans promesse, un début. Depuis leur rencontre sur le pont Alexandre III, Claire et Antoine ne s'étaient plus revus, non pas par froideur ni par désaccord, mais par un accord tacite, instinctif, né dans le respect de ce moment suspendu. Ils avaient chacun compris que la parole ne pouvait pas tout réparer, que les intentions, même sincères, devaient s'incarner dans le temps, dans les actes, dans le quotidien. Ce n'était pas une rupture ni une fuite, mais une forme de respiration nécessaire, une manière de se retrouver soi-même avant de prétendre être disponible pour l'autre. Ils s'étaient laissés sur une main tenue, un regard échangé et cette simple phrase « Je suis prête à vous écouter ». Ce n'était ni un adieu ni une promesse. C'était une ouverture. Claire avait repris ses habitudes, mais avec une énergie différente. Le choc du gala, l'humiliation publique, les révélations silencieuses qu'elle avait reçues et offertes, tout cela avait agi comme un séisme intérieur. Elle ne pouvait plus se contenter de survivre. Elle en avait la certitude désormais. Le monde ne lui ferait jamais de place s'il devait choisir, mais elle pouvait décider d'entrer par la porte qu'elle construirait elle-même. Elle reprit contact avec l'université, consulta les démarches pour réintégrer le cursus de lettres modernes qu'elle avait abandonné 10 ans plus tôt. Elle n'avait pas les moyens de suivre les cours à plein temps, mais elle put s'inscrire au programme de cours du soir et elle consacra à nouveau ses nuits aux textes qu'elle avait aimés. Marguerite Duras, bien sûr, mais aussi Annie Ernaux, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. Elle reprenait ses notes, griffonnait dans les marges, annotait, surlignait, retrouvait cette vibration familière qu'elle croyait morte en elle. Le matin, elle continuait de nettoyer les couloirs, les appartements, les vitres, mais son esprit était ailleurs. Elle récitait mentalement des passages de romans, reformulait des analyses littéraires, construisait des plans de dissertation pendant qu'elle frottait les sols. Et le soir venu, après avoir soigné son père, elle s'asseyait à son bureau, modeste mais ordonné, et plongeait dans ses livres, ses feuilles, ses rêves de papier. Personne ne remarquait ce changement. Ou plutôt, personne ne le voyait. Mais ceux qui la croisaient sentaient quelque chose de neuf dans sa démarche, dans son regard. Elle était moins sur la défensive, plus habitée, plus ancrée. Elle construisait son retour à elle-même. Antoine, quant à lui, poursuivait la transformation de son café littéraire. Le lieu avait ouvert ses portes discrètement, sans campagne marketing, sans inauguration officielle. Une simple enseigne accrochée à la main, le passage, en lettres sobres, au-dessus de la porte en bois annonçait le ton. À l'intérieur, une lumière chaude baignait les tables en bois brut. Des étagères recouvraient les murs, remplis de livres choisis avec soin. On y trouvait des romans contemporains, des auteurs classiques, mais aussi des recueils de poésie, des essais politiques, des ouvrages rares. Tout avait été pensé pour que le lieu soit un refuge, un espace où l'on pouvait venir seul, rester des heures sans consommer, lire, écrire, parler ou simplement se taire. Antoine passait ses journées derrière le comptoir. Il servait le café, s'occupait de la caisse, discutait avec les habitués, rangeait les rayons. Il avait troqué les costumes sur mesure pour des chemises roulées aux manches, des pantalons de toile, des baskets usées. Il n'avait plus de chauffeur, plus d'assistant. Et pour la première fois, il se sentait utile. Pas nécessairement important, mais simplement utile. Il ne cherchait plus à impressionner, il cherchait à être en accord. Avec lui-même, avec le monde qu'il essayait de comprendre autrement. Il pensait souvent à Claire, mais il n'avait pas essayé de la contacter. Il savait qu'elle avait besoin d'espace, de temps,
de silence, et lui aussi. Leur dernier échange lui avait suffi pour comprendre qu'il ne pouvait pas forcer les choses, qu'il ne pouvait que continuer son chemin, et peut-être, un jour, croiser à nouveau le sien. Ce qu'il ignorait, c'est que ce moment allait arriver plus vite qu'il ne le croyait. Un mardi de mai en fin d'après-midi, alors que la lumière tombait en oblique sur les tables du café, la clochette accrochée à la porte tinta doucement. Antoine leva les yeux, un chiffon encore à la main, et il la vit. Claire, debout, dans l'embrasure, vêtue simplement, les cheveux tirés en arrière, les yeux calmes. Elle ne souriait pas, mais son regard disait plus que 1000 mots. Il ne bougea pas immédiatement. Il la contempla comme on contemple un miracle discret, un événement intime que personne d'autre ne remarque, mais qui change le cours du jour. Elle fit quelques pas, regard autour d'elle, silencieuse, puis elle s'approcha du comptoir. C'est donc ça le passage. Il hocha la tête, incapable de répondre tout de suite. J'aime beaucoup ce nom, dit-elle. C'est juste, ni trop ni trop peu. Il lui servit un café sans poser de questions. Elle s'installa à une table au fond, près d'une étagère où se trouvait un exemplaire usé de L'Amant, de Marguerite Duras. Elle le sortit, le feuilleta. Il y avait des annotations en marge, une écriture soignée. Elle lut quelques lignes, puis leva les yeux vers lui. « C'est vous qui avez écrit ça ?» Il acquiesça. J'essaie de comprendre ce qu'elle voulait vraiment dire. Pas seulement dans ses livres, mais dans son silence. « Vous commencez à lire entre les lignes, dit-elle doucement. C'est bon signe. » Elle resta 1 heure, ne parla presque pas, mais lut, observa, respira, et, avant de partir, elle se pencha vers lui. « Je crois que je reviendrai. » Il ne répondit rien, mais son regard à lui seul contenait une promesse. Non pas d'amour, non pas de futur tracé, mais une promesse d'espace, d'écoute, de respect. Une reconstruction lente, faite de gestes simples. Une confiance à rebâtir non sur les mots, mais sur les silences partagés. Et dans ce café sans prétention, niché entre les collines, de Montmartre, 2 êtres qui s'étaient blessés sans le vouloir commencèrent, sans le dire, à se retrouver. Non pas dans l'éclat d'un amour romanesque, mais dans la vérité discrète d'une présence. Une présence choisie. Le temps avait passé sans bruit. Les jours avaient glissé sur la ville comme l'eau sur les pavés anciens, laissant derrière eux des traces presque imperceptibles. Et pourtant, dans l'intimité discrète du café Le Passage, quelque chose de profond s'était enraciné. Claire venait désormais régulièrement, parfois pour lire, parfois pour écrire, souvent pour ne rien faire d'autre qu'écouter les sons ambiants et savourer un silence qui n'exigeait rien d'elle. Antoine ne lui posait jamais de questions. Il lui servait un café, parfois glissait un livre sur sa table et se contentait de respecter ce lien fragile qu'ils avaient appris à tisser. Un lien fait de non-dits et de présence, de regards, paisible, de gestes mesurés. Il n'y avait eu aucun baiser, aucune déclaration. Mais à leur manière, ils partageaient quelque chose d'infiniment plus rare, une confiance retrouvée. Parallèlement, leur projet commun prenait forme presque sans qu'ils s'en rendent compte. C'était parti d'une simple remarque de Claire un soir, alors qu'ils discutaient à la fermeture du café. Elle parlait de la difficulté qu'avaient les jeunes de son quartier à accéder aux livres, aux ressources éducatives, à des lieux où ils pouvaient rêver autrement que par les vitrines. Antoine l'avait écouté longuement, puis lui avait dit simplement « Et si on créait un lieu pour eux, un espace qui soit vraiment à eux, sans barrière, sans jugement ?» Elle n'avait pas répondu tout de suite. Mais quelques jours plus tard, elle était revenue avec une esquisse griffonnée sur un cahier. Une bibliothèque communautaire libre d'accès, avec des ateliers, des lectures, des débats ouverts. Ce n'était pas un plan, juste une vision. Et cela avait suffi. Ils s'étaient lancés ensemble, doucement mais avec détermination. Antoine finança l'achat d'un local adjacent au café. Claire, elle, contacta des associations, mobilisa d'anciens camarades de l'université, sollicita des dons de livres. Bientôt, une équipe de bénévoles se forma. Des jeunes, des retraités, des enseignants, des passionnés. Le lieu fut rénové avec soin, peint de couleurs chaudes, meublé simplement mais avec goût. On y installa des tapis, des fauteuils, de longues tables de travail, des coins pour les enfants. On apposa une plaque à l'entrée, Maison des mots. Rien de prétentieux, juste une invitation. L'inauguration fut discrète.
Pas de discours officiel, pas de caméra, seulement des voisins, des amis, des curieux, tous unis par le désir sincère de créer un espace de partage. Claire prit la parole brièvement. Elle raconta sans pathos son propre parcours. Elle parla de son père, de ses études interrompues, de son retour à la littérature comme on revient à une langue qu'on croyait oubliée. Antoine, lui, resta en retrait. Il servait du thé, rangeait les livres, accueillait les visiteurs avec simplicité. Ceux qui le connaissaient autrefois eurent du mal à le reconnaître. Mais personne ne fit de remarques. Il n'en avait plus besoin. Quelques semaines plus tard, un soir de juin tiède et parfumé, Claire entra au café après la fermeture. Elle avait terminé tard un atelier de lecture avec un groupe d'adolescents et ses yeux brillaient d'un mélange de fatigue et de satisfaction. Antoine, encore derrière le comptoir, l'accueillit avec un sourire calme. « Tu n'as pas mangé ?» demanda-t-il. « Non, j'ai oublié, j'étais prise par la discussion. Ils sont brillants, tu sais, bruts mais brillants. » Il sortit 2 assiettes d'un petit réfrigérateur, des plats simples qu'il avait cuisinés lui-même. Il alluma quelques bougies, mit une musique douce en fond. Ils s'installèrent à une table dans le coin, celle près de la fenêtre. Pas de nappe blanche, pas de serveur, pas de chandelier, mais une chaleur authentique, un partage sincère. Ils mangèrent en silence d'abord, puis parlèrent de tout et de rien. Des jeunes de la bibliothèque, des livres lus récemment, des prochaines idées pour faire vivre le lieu. À un moment, Claire s'interrompit, posa sa fourchette, le regarda longuement. « Tu te souviens de ce premier dîner ?» demanda-t-elle. « Je ne pourrai jamais l'oublier. »« Moi non plus, c'était une erreur. Mais sans cette erreur, rien de tout cela n'aurait existé. » Antoine acquiesça, il savait. Et il savait aussi que ce dîner-là, ce repas partagé dans leur café, était tout ce que l'autre n'avait jamais été, sincère, égal, libre. Il n'y avait plus de jeu, plus de défis, plus de malaise. Juste 2 êtres qui avaient appris à se voir vraiment, à s'aimer peut-être, mais surtout à se respecter. « Ce soir, dit-elle, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. »« Moi aussi, répondit-il. » Ils restèrent là jusqu'à tard dans la nuit. Pas besoin de promesses. Ils n'avaient pas besoin de se dire ce qui allait suivre. Ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils avaient construit quelque chose ensemble. Quelque chose de vrai, de durable. Pas un conte de fées, pas une revanche sociale, mais une œuvre discrète de réconciliation avec eux-mêmes, avec le monde, avec leurs blessures. Et ainsi, dans ce café de Montmartre, un homme qui avait tout possédé mais rien compris, et une femme que personne ne regardait, mais qui savait lire l'âme humaine, avaient transformé une farce cruelle en une histoire d'humanité profonde. Le dîner qui avait commencé comme une plaisanterie devint, dans le silence des années, le point de départ d'une vie reconstruite. Et ce fut peut-être ça, le plus grand miracle, que l'amour, parfois, ne vienne pas là où on l'attend, mais là où on le mérite.